Imaginez une mère debout devant une tombe fraîchement creusée dans la terre rouge du désert en 1873 au Nouveau-Mexique. Elisa Moore pleure son petit Samuel, âgé de 5 ans à peine, qu'on dit mort dans un terrible accident. Pourtant, au milieu de la poussière et du vent brûlant, elle remarque que son mari Henry ne verse pas une larme et qu'une femme élégante se tient un peu trop près de lui. Ce qu'Elisa ignore encore, c'est qu'un seul mot, prononcé des mois plus tard par un homme apache au regard profond, va tout bouleverser. Un mot capable de faire trembler les mensonges les plus cruels et de redonner vie à ce qui était censé être perdu à jamais. Vous n'êtes pas prêt pour ce que ce mot va déclencher, ni pour la fin qui vous attend. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette histoire vraie qui vous hantera. Dites-moi en commentaire de quel coin du monde vous écoutez cela. Et préparez-vous. Parfois, la justice arrive là où on l'attend le moins, et elle ne fait pas de bruit, jusqu'au moment où elle frappe. En 1873, dans un petit village accroché au bord du désert du territoire du Nouveau-Mexique, la terre rouge venait à peine de se refermer sur le cercueil d'un enfant. Le vent chaud charriait des tourbillons de sable fin qui piquaient les yeux et collaient à la peau, tandis qu'Elisa Moore se tenait immobile devant cette tombe fraîche, les mains crispées sur sa jupe usée par le soleil impitoyable. Samuel, son petit Samuel, n'avait que 5 ans. On avait dit qu'il était mort après une chute de cheval au milieu d'une tempête de sable, une de ces bourrasques aveuglantes qui effacent les pistes et transforment le monde en un mur ocre. Le corps, prétendait-on, était trop abîmé pour qu'on ouvre le cercueil. Il fallait l'enterrer vite, avant que la chaleur ne fasse son œuvre. Elisa n'avait pas revu le visage de son fils, pas pu l'embrasser une dernière fois, pas pu vérifier si c'était bien lui là-dedans. Autour d'elle, les rares habitants du village formaient un demi-cercle silencieux, leurs bottes enfoncées dans la poussière, leurs chapeaux baissés pour cacher leurs regards fuyants. Le prêtre, un homme maigre, au col romain jauni par la sueur, lisait les prières d'une voix monocorde qui se perdait dans le sifflement du vent. Les mots latins semblaient poi flotter un instant avant d'être avalés par l'immensité aride. Elisa, elle, n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur son mari, Henry Moore, qui se tenait droit comme un piquet à quelques pas de la fosse. Pas une larme, pas le moindre tremblement. Ses yeux bleus, d'ordinaire si froids, restaient secs, fixes, comme s'il regardait déjà ailleurs, vers un horizon qui n'appartenait plus à cette tombe, ni à cette femme qu'il avait épousée 7 ans plus tôt. Et puis, il y avait cette femme, une inconnue au milieu des visages connus. Elle se tenait un peu en retrait, derrière Henry, vêtue d'une robe de coton bleu trop propre, trop neuve pour un enterrement au milieu du désert. Un chapeau à voilette masquait à moitié son visage, mais Elisa distinguait la courbe d'une joue pâle, une bouche peinte avec soin. Quand le cercueil descendit dans le trou, retenu par des cordes usées qui grinçaient, Elisa vit distinctement la main d'Henry effleurer celle de l'inconnu. Un geste bref, presque imperceptible, mais chargé d'une intimité qui n'avait rien à faire là. Un contact qui durait 1 seconde de trop, comme une promesse silencieuse échangée au-dessus de la tombe de leur enfant. Elisa sentit quelque chose se briser en elle. Pas un cri, pas une explosion, juste une fissure lente et profonde, comme quand la sécheresse fend la terre. Elle ne dit rien, elle ne bougea pas. Sur cette frontière où la loi était souvent plus faible que le colt à la ceinture, les femmes apprenaient tôt à observer, à engranger les détails, à attendre le moment où le silence deviendrait une arme plus affûtée que n'importe quelle lame. Elle baissa la tête, laissa le prêtre jeter la première poignée de terre rouge sur le bois brut, et sentit le sable crisser sous ses dents quand elle serra la mâchoire. Les jours suivants, la vie reprit son cours aride. Henry parlait peu. « C'est la volonté de Dieu »,
répétait-il chaque soir en rentrant, la voix plate, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Puis il annonçait qu'il devait repartir, des affaires de chevaux à traiter plus au sud, vers les routes commerciales qui longeaient la frontière apache. Il partait avant l'aube, revenait tard, parfois après plusieurs jours, avec des billets neufs dans les poches et une odeur de parfum bon marché qui collait à ses vêtements. L'argent rentrait, oui, plus qu'avant, mais les petites chemises de Samuel, celles qu'Élisa avait cousues elle-même, disparaissaient une à une des tiroirs, pliées, rangées, puis plus là, comme si on effaçait lentement les traces d'un enfant qui n'aurait jamais existé. La nuit, quand le vent se levait et faisait claquer les volets de la petite maison en adobe, Élisa restait éveillée. Parfois, elle croyait entendre au loin un sifflement familier, cette mélodie simple que Samuel utilisait pour appeler les chevaux dans l'enclos. 3 notes montantes, joyeuses, innocentes. Le cœur battant, elle se levait, ouvrait la porte, scrutait l'obscurité où les dunes se fondaient dans le ciel étoilé. Rien, juste le vent et le froid qui mordaient la peau. Elle se disait alors qu'elle devenait folle, que le deuil faisait cela aux femmes, qu'on les enfermait pour moins que ça dans les villes de l'Est. Mais au fond d'elle, une voix plus sourde, plus tenace, refusait de croire que tout était fini. Une voix qui murmurait que quelque chose ne collait pas, que les mensonges ont une odeur, et que celle-ci flottait encore dans l'air sec du désert, tenace comme la poussière rouge qui s'incrustait partout. L'automne arriva avec ses vents plus frais qui balayaient d'hommes les dunes et faisaient de danser les buissons de créosote comme des spectres grisâtres sous le soleil déclinant. Et Élisa, pour la première fois depuis l'enterrement, se força à quitter la maison plus longtemps que nécessaire. Elle chargea son vieux chariot de pain dur qu'elle avait cuit à l'aube, enveloppé dans des torchons rêches, et prit la piste poussiéreuse vers le poste de ravitaillement isolé, à une demi-journée de cheval au nord du village, là où les marchands venaient échanger sel, munitions et nouvelles, contre ce que les rares fermiers comme elle pouvaient offrir. Le chemin serpentait entre des mésas rougeoyantes et des arroyos asséchés où ne subsistaient que des squelettes de yucca blanchis, et chaque chaos rappelait à Élisa la dureté de cette terre qui ne pardonnait rien. Arrivée au poste, assemblage de bâtiments en adobe craquelé et de corral à moitié effondré, elle déchargea ses pains près du comptoir où un vieux Mexicain aux mains calleuses pesait les sacs de sel avec une balance rouillée. Autour d'elle, la vie du frontier pulsait. Cow-boys aux chapeaux élimés, buvant sous l'auvent, voyageurs fatigués, attachant leurs montures, et près de la rivière qui coulait encore, malgré la sécheresse, un groupe d'enfants jouant dans l'eau peu profonde, leur rire porté par le vent. Élisa négociait son troc, les yeux baissés sur les grains de sel, quand un son la traversa comme une balle. Un rire d'enfant, léger, avec cette pointe aiguë qui n'appartenait qu'à un seul petit garçon. Elle se retourna d'un bloc, le cœur cognant fort, et scruta le groupe près de la rivière, où l'eau miroitait. Parmi les gamins aux la cheveux-tête noire et peau hâlée, il y en avait un plus mince, coiffé d'un chapeau trop grand. Il courait après un ballon de chiffon, riant à gorge déployée, et quand il tourna la tête pour éviter une pierre, Élisa vit derrière l'oreille gauche cette tache de naissance pâle, en forme de croissant de lune, la même que Samuel portait depuis sa naissance. Le monde se rétrécit à ce détail, les bruits d'art s'estompèrent, et elle fit un pas en avant, puis un autre, prête à crier malgré les regards. Mais une silhouette imposante s'interposa, un homme apache, grand, aux épaules de large dans une chemise usée, prit le garçon par l'épaule et l'éloigna. L'enfant protesta brièvement mais suivit, et Élisa resta figée, la bouche ouverte sur un cri muet, tandis qu'il disparaissait derrière un bosquet de mesquites tordues. La peur se transforma en quelque chose de plus acéré, pas que son fils soit mort,
mais qu'il soit vivant, hors de sa portée, caché par des mains invisibles et des mensonges en train de se révéler. À partir de cet instant, Élisa changea. Elle rentra avec son sac de sel, mais son esprit bouillonnait, et au lieu de se terrer, elle observa et écouta. Au saloon enfumé, elle apprit que le docteur avait quitté la région précipitamment après l'enterrement, avec une sacoche pleine. Les nuits d'absence d'Henri, elle notait directions et heures, et finit par entendre le nom de Clara Finch, l'ancienne institutrice aux manières raffinées, disparue en même temps que les voyages de son mari s'allongeaient. Les pièces du puzzle, encore floues comme des mirages, pointaient vers une vérité insupportable. Son fils n'avait peut-être pas succombé à un accident, mais à une trahison froide visant à l'effacer. Dans le silence de ces nuits, quand le vent ramenait parfois ce sifflement, Élisa serrait les poings, jurant de remuer le désert entier pour le retrouver, quitte à affronter les mensonges les plus enracinés et les cœurs les plus durs que cette terre avait forgés. L'hiver s'installa avec une froidure qui mordait les os dès la tombée du jour, transformant les nuits en épreuves où le vent hurlait comme un coyote affamé autour des murs d'adobé. Et Élisa, consumée par une détermination froide, décida qu'il était temps d'affronter les ombres plutôt que de les laisser grandir dans son esprit. Elle sella son cheval, un soir, où la lune se cachait derrière des nuages bas, enveloppa son corps dans une vieille couverture Navajo pour masquer sa silhouette, et suivit la piste que Henri empruntait toujours plus souvent, cette route sinueuse qui menait au sud, vers les postes de commerce isolés près de la frontière apache, où les lois blanches s'effilochaient comme un tissu usé. Le trajet dura des heures, les sabots claquant doucement sur la terre durcie par le gel, les étoiles indifférentes au-dessus d'elle, servant de seuls témoins, et quand elle aperçut enfin les lueurs vacillantes du poste d'échange, un assemblage de bâtiments bas et de feux de camp crépitants, entourés de corrals pleins de chevaux nerveux, elle attacha sa monture à l'écart et s'approcha à pied, rampant presque entre les rochers et les buissons épineux qui griffèrent de sa peau. De là, cachée dans l'ombre d'un chariot abandonné, elle observa Henri comme elle ne l'avait jamais vu, détendu, riant même, un bras passé autour des épaules de Clara Finch qui portait une robe ajustée et un châle de laine, ses cheveux lâchés cascadant sur son dos dans une intimité flagrante qui trahissait des mois de secret. Ils se tenaient près d'un feu, partageant une bouteille de whisky avec d'autres marchands, leur voix basse se mêlant au crépitement des flammes et au hennissement distant des bêtes. Et Élisa sentit la bile monter quand elle vit Clara poser sa tête contre l'épaule d'Henri, un geste possessif qui n'avait rien de passager. Puis, quand les autres s'éloignèrent pour vérifier les montures, Henri attira Clara plus près et murmura quelque chose qui la fit sourire, un sourire triomphant, presque cruel dans la lumière orangée. Élisa tendit l'oreille, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende, et les mots arrivèrent portés par une rafale. « Le gamin ne reviendra pas, Clara. Personne ne se souviendra qu'il a existé. C'était fini. On est au libre, maintenant. » Ces paroles la frappèrent comme une balle en pleine poitrine, vidant l'air de ses poumons et faisant trembler ses mains sur la crosse du petit revolver qu'elle avait emporté sans vraiment savoir pourquoi, et elle recula, trébuchant sur une pierre qui roula bruyamment, alertant peut-être quelqu'un au loin, mais elle n'attendit pas. Elle courut vers son cheval, le sang cognant à ses tempes, et chevaucha dans la nuit, les larmes enfin coulant, non pas de tristesse mais d'une rage pure qui la consumait. Le retour fut un cauchemar flou, le froid s'infiltrant jusqu'aux os, et quand elle atteignit enfin une zone où le sol s'élevait en petites collines rocailleuses, ses forces l'abandonnèrent. Elle glissa de selle et s'effondra sur le sable gelé, le monde tournant autour d'elle. Quand elle reprit conscience, une faible lueur filtrait à travers la toile d'une tente apache, l'air empli d'odeurs de fumée de genévrier et de cuir tanné, et devant elle,
était assis un homme âgé, imposant malgré les rides profondes qui creusèrent son visage comme des arroyaux asséchés, ses yeux noirs scrutant les siens sans hostilité, mais avec une intensité qui forçait le respect. Il ne parla pas d'abord, se contentant de lui tendre une gourde d'eau tiède qu'elle but avidement, et quand elle trouva enfin la force de s'asseoir, il posa devant elle un morceau de tissu familier, un bout de chemise d'enfant, avec la lettre « Chess » brodée d'une main tremblante mais aimante, celle qu'elle avait cousue pour les nuits de Samuel. La vue de ce tissu la brisa plus que tout, et elle leva les yeux, la voix rauque. « Il est vivant ?» L'homme, qu'elle apprendrait plus tard s'appeler Victor, la regarda longuement, pesant peut-être le poids de ce qu'il allait révéler dans cette nuit où les frontières entre les mondes semblaient si fines, et répondit enfin d'une voix grave, en anglais teinté d'accent, « Witnessed. Si cette histoire vous glace le sang comme ces nuits du désert, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite, car ce qui arrive ensuite va tout changer, et vous ne voudrez pas rater le moment où la vérité éclate enfin. » Ce mot, prononcé avec une gravité qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même, suspendit le temps dans la tente faiblement éclairée par une lampe à huile vacillante, et Victor, assis en tailleur sur une couverture, aux motifs géométriques usés par le temps, commença à parler d'une voix basse mais assurée, comme si chaque syllabe pesait le poids des montagnes environnantes et des vents éternels qui sculptent le désert depuis des siècles. Il raconta comment, plusieurs mois plus tôt, alors que la poussière des pistes commerciales rendait l'air épais et irrespirable, un homme blanc était arrivé au poste d'échange frontalier avec un enfant assis devant lui, sur la selle, un petit garçon qui agrippait nerveusement un morceau de tissu brodé, les yeux injectés de rouge par les larmes retenues et l'épuisement d'un trajet interminable sous le soleil écrasant. Les mescaleros, rompus à l'art d'observer sans s'immiscer dans les affaires sombres des visages pâles traversant leur terre comme des ombres pressées, avaient assisté à la sous-scène depuis les ombres des rochers et des buissons épineux, l'homme négociant avec des trafiquants, remettant l'enfant contre une liasse de billets, en affirmant que la mère avait succombé et qu'il fallait l'envoyer loin pour éviter les complications. Victor souligna la précision de la mémoire collective de son peuple, la date exacte, l'heure marquée par la position du soleil déclinant derrière les mésas, le sentier emprunté ensuite, la robe du cheval bai avec son étoile blanche au front, et surtout les signes distinctifs de l'enfant observé de près quand un jeune guerrier lui avait offert de l'eau, la cicatrice irrégulière sur la cheville gauche, héritage d'une chute sur des pierres pointues, et la tache pâle derrière l'oreille gauche en forme de croissant de lune. Ces détails, gravés comme des symboles sur l'écorce des arbres sacrés, attendissent leur heure, car les Apaches savaient mais que la vérité, lente mais inexorable, finit par triompher même dans le désert le plus hostile. Élisa, le tissu brodé pressé contre sa poitrine, absorba chaque parole, percevant pour la première fois une solidarité inattendue entre sa douleur personnelle et la vigilance d'un peuple souvent considéré comme ennemi. Les jours suivants furent marqués par une activité discrète et déterminée, Élisa collectant les éléments de preuve au village, défiant le regard fuyant de Henri, qui multipliait les dénégations avec une assurance qui trahissait sa nervosité, jusqu'à ce que l'affaire parvienne au tribunal de Santa Fe, cette ville où l'on tentait d'appliquer une justice plus formelle au chaos du territoire. La salle d'audience, aux murs chaulés et aux bancs qui craquaient sous les curieux, était chargée d'une tension palpable quand Élisa prit place, drapée dans sa robe noire élimée, refusant de fléchir sous les regards accusateurs. Henry, flanqué de Clara qui affichait une innocence calculée, permit à ses avocats de la décrire comme une veuve égarée par le chagrin, fabriquant des accusations pour punir un mari cherchant à refaire sa vie.
Les plaidoyers insistèrent sur l'hystérie typique des femmes isolées, sur des hallucinations nées de la dureté du frontier, et plusieurs témoins locaux prêtèrent serment pour appuyer la version de l'accident, semant le doute. C'est alors que le juge, un homme robuste aux traits auburinés par des années de décisions difficiles, posa la question décisive. Existe-t-il un témoin qui a vu cet enfant être remis à d'autres mains que celles de la terre? Un silence oppressant s'installa, et Victor se leva lentement du banc arrière, sa silhouette imposante imposant le respect, et réduisant au silence les murmures hostiles. Il s'avança jusqu'à la barre avec une dignité calme, ignorant les objections virulentes de l'avocat adverse, et quand la parole lui fut accordée, il déclara d'une voix ferme « We witnessed ». Ce mot tomba comme un verdict, et Victor enchaîna avec une exactitude implacable les éléments observés, les dates alignées sur les absences de Henri, les traits physiques correspondant parfaitement à Samuel, la cicatrice et la tache de naissance détaillées sans la moindre hésitation, provoquant une stupeur générale où les spectateurs retenaient leur souffle et où le juge se pencha en avant, fasciné par cette preuve venue des confins. La vérité, enfin libérée par une voix que personne n'attendait, fracassa les mensonges construits avec soin, et Élisa, les yeux brillants, sentit l'espoir jaillir, vif et tranchant comme une lame neuve, promettant que la justice allait bientôt rendre son fils à la vie qu'on lui avait volée. Et quand Samuel fut enfin ramené à la lumière crue de la salle d'audience, maigre comme un jeune coyote affamé, les yeux écarquillés par la peur et l'incompréhension face à tant d'inconnus qui le dévisageaient, Élisa le serra contre elle avec une force qu'elle ne se connaissait pas, sentant les os fragiles de son fils sous la chemise trop grande, et sentant aussi, pour la première fois depuis des mois, un cœur battre à l'unisson du sien dans ce chaos de voix et de papiers officiels. Le juge, après avoir écouté les derniers arguments et pesé la balance d'une justice encore hésitante sur ces terres bonnes frontières, prononça le verdict d'une voix ferme qui coupa court aux murmures. Henry Moore perdait tous ses droits parentaux, ses biens étaient Don saisis en partie pour réparer le mal causé, et Clara Finch, pâle comme la poussière des routes qu'elle avait fuies, quitta la salle sans un regard en arrière, son avenir réduit à une ombre errante dans les villes minières plus au nord. Dehors, sous un ciel d'un bleu implacable qui écrasait Santa Fe de sa chaleur même en hiver, Élisa prit la main de Samuel et partit sans se retourner vers le village qui avait été le leur. Mais elle savait déjà que ce retour ne serait pas complet, que les regards obliques des voisins et les souvenirs empoisonnés des murs d'adobe la pousseraient ailleurs. Les semaines suivantes furent un lent apprivoisement. Samuel, hanté par des nuits, où il se réveillait en sursaut, appelant dans le vide, apprit peu à peu à reconnaître la voix de sa mère au milieu des cauchemars, tandis qu'Élisa, guidée par une reconnaissance muette, se rapprocha des terres Mescaleros, où Victor et les siens vivaient au rythme des saisons et des troupeaux de chevaux sauvages qui galopaient entre les canyons rougeoyants. Elle installa une petite maison à la lisière, là où les pistes blanches rencontraient les sentiers apaches, un endroit où le vent portait à la fois l'odeur de la sauge et celle du pain cuit au four en argile. Et Samuel grandit entre deux mondes, apprenant à monter à cru avec les enfants du camp qui riaient de ses premiers essais maladroits, et à lire les étoiles comme Victor les lui montrait lors des veillées autour du feu, où les histoires se transmettaient sans hâte, reliant le passé au présent dans un cercle éternel. Les années passèrent, marquées de par les cycles de la lune et les migrations des troupeaux, et Élisa observa son fils devenir un jeune homme solide, aux yeux sombres hérités de la terre et aux pas assurés sur les sentiers escarpés, capable de négocier avec les marchands blancs autant que de chasser avec les guerriers mescaleros. Henry disparut dans l'oubli des prisons territoriales, puis des mines où il finit ses jours, un homme brisé par ses propres choix, tandis que Clara erra de saloon en saloon,
sa beauté fanée par l'alcool et les regrets qu'elle n'avouait jamais. Élisa, elle, trouva une paix rude mais authentique dans cette vie à la frontière, veillant sur Samuel, qui portait désormais en lui la force de ceux qui ont été témoins de la vérité et qui savent que la justice, même tardive, laisse des traces indélébiles dans le sable. Le désert, avec son silence immense qui avale les cris et les mensonges, devint le gardien de leur histoire. Un enfant arraché à une tombe factice et rendu à la vie par des yeux qui avaient mis vue sans juger, une mère qui avait transformé sa douleur en vigilance farouche, et un peuple qui avait choisi de se souvenir quand d'autres préféraient oublier. Et dans les nuits claires, où le vent murmurait entre les rochers, on disait parfois que l'on entendait encore ce mot, porté comme un écho lointain. Witnessed, plus puissant que le tonnerre roulant sur les mésas, rappelant que sur ces terres arides, être vu, être reconnu, équivaut à exister pour toujours, contre vents et marées, contre trahisons et silences imposés. Ainsi s'acheva leur épreuve, non dans un éclat triomphal, mais dans la quiétude profonde du désert qui, après avoir tout pris, finit parfois par rendre ce qui compte vraiment, laissant derrière lui une leçon gravée dans la pierre et le sable. La vérité, quand elle est témoignée, ne s'efface jamais complètement, et ceux qui la portent deviennent les piliers d'un monde plus juste, même au cœur de l'immensité la plus hostile. Voilà, l'histoire d'Élisa et de Samuel touche à sa fin, une histoire où le désert, impitoyable et silencieux, a fini par rendre justice là où les hommes avaient trahi. Un seul mot, witnessed, prononcé au bon moment, a suffi à briser les chaînes du mensonge et à redonner un fils à sa mère. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été sauvé par un témoin inattendu ou ressenti que la vérité, même tardive, finit toujours par trouver son chemin? Partagez vos réflexions, vos propres expériences. Elles enrichissent ces récits. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce voyage dans la poussière rouge du Nouveau-Mexique. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous touchera autant. Prenez soin de vous.